Donc bienvenue à cette présentation donc sur, le nouvel appel à projet FSE+, qui concerne l'orientation. À nouveau, il s'agit cette fois-ci, donc orientation et découverte des métiers, mais des opérations à rayonnement régional. Donc on verra une petite présentation bien sûr, de l'appel à projet et des éléments du cahier des charges de cet appel à projet. Des petits rappels sur des points de vigilance, pour les projets FSE+, un focus sur les plans de financement que l'on peut avoir, ici, pour la région Normandie, autorité de gestion du Fonds, social européen, et des informations sur les indicateurs obligatoires, les accompagnements pré-projets FSE+, qui sont proposés et les modalités de candidature. Vous avez la possibilité, bien entendu, au fur et à mesure de la présentation, de poser vos questions dans le chat en priorité et puis à différents moments, on fera, des arrêts pour pouvoir, y répondre sans problème. Donc c'est un appel à projet qui dépend donc du programme FEDER FSE+ FTJ 21-27. Donc pour la Normandie, on est toujours pour le FSE+ sur la priorité 6 et là sur l'objectif spécifique 4.5 qui correspond à l'objectif spécifique orientation. Donc, cet appel à projet a pour nom orientation découverte des métiers et donc il s'agit d'opérations à rayonnement régional, donc des opérations d'envergure, à la différence de l'autre appel à projet qui est actuellement ouvert, où là on s'intéresse à des opérations thématiques et ou locales. Les dates de publication de l'appel à projet, donc, c'est à partir d'hier puisqu'en fait, il est en ligne depuis hier et il sera en ligne jusqu'au 31 décembre 2027. Donc, les porteurs auront la possibilité de candidater sur cet appel à projet jusqu'en fin 2027 et on a 5 périodes de sélection qui sont identifiées sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. L'enveloppe FSE+ pour cet appel à projet, c'est 7 millions d'euros avec un taux maximum d'intervention de 60 des coûts éligibles. Et comme je le disais tout à l'heure, on s'intéresse à des opérations à rayonnement régional et d'envergure, donc avec un engagement obligatoire de FSE+, de minimum 100 000 euros. Les bénéficiaires éligibles. Donc, il s'agit des collectivités et de leurs groupements, des établissements publics, des établissements d'enseignement, des associations et fondations, des entreprises, des GIP, de l'État, de ses services déconcentrés. Il faut absolument que le porteur soit localisé sur le territoire normand. Les opérations collaboratives sont possibles sans problème, mais à ce moment-là, il faut un chef de file qui soit désigné et qui est le porteur unique, qui supporte l'ensemble des dépenses de l'opération. La région Normandie, dans le cadre du FSE, ne va conventionner qu'avec ce chef de file et non pas avec ses partenaires. Par contre, les partenaires doivent relever des bénéficiaires éligibles. Donc la liste est quand même très très large. Et une convention de partenariat doit être effective en amont du dépôt. Pour les opérations éligibles, elles doivent viser à renforcer l'information et l'accompagnement des publics sur la connaissance des métiers, des filières régionales et des formations associées. C'est à destination d'un large public, donc on ne fait pas de distinction entre les publics en formation initiale ou continue, entre les jeunes, les parents, les adultes en reconversion ou demandeurs d'emploi, etc. Les opérations doivent se situer sur le territoire normand et être à rayonnement régional. Donc, soit sur des sites multiples ou dans un lieu unique, mais rassemblant une grande diversité de partenaires, de publics, de filières du territoire. Les opérations doivent être entièrement gratuites pour les publics, donc services et produits développés pour les publics et pour les partenaires qui y sont associés. Elles doivent être pluriannuelles, donc réalisées entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2029. Donc on a 3 années, pratiquement de réalisation possible. Une opération, en tout cas, n'est pas obligée de faire du 1er janvier au 30 juin 2029, mais son calendrier doit être sur cette période-là.
Les actions éligibles. Donc, c'est en cohérence avec la stratégie régionale de l'orientation et de l'information sur les métiers et les formations. On a 2 types d'actions, soit des événements et manifestations d'orientation à rayonnement régional, donc des journées d'information, de découverte des métiers qui contribuent à l'élaboration du parcours professionnel au titre de l'orientation, des actions d'information ou de sensibilisation à destination des publics concernés ou des parents. Outils d'orientation à rayonnement régional, donc des actions cette fois-ci de production, de diffusion de ressources pédagogiques, toujours d'information et de découverte des métiers et des formations. Des opérations qui visent à renforcer l'accessibilité à la découverte des métiers par la mise en relation des publics avec le monde professionnel, en privilégiant notamment la présentation ou la pratique des gestes professionnels, soit des outils qui visent à proposer des services d'information ou de conseils personnalisés accessibles à tous les publics sur tout le territoire normand. Donc, 2 grands types d'opérations, des événements ou des outils. Précédemment, nous avions 2 appels à projets à rayonnement régional, un pour les événements, un pour les outils. Ces 2 appels à projets ont donc là, cette fois-ci, été scindés en un seul appel à projet. Alors, les opérations doivent être à destination de l'ensemble des publics. On ne fera pas des opérations qui ciblent un public particulier. Là, c'est l'autre appel à projet. Donc des jeunes, des adultes, des scolaires, des publics en situation de décrochage ou de déni, des étudiants, des alternants, des actifs, des parents, etc. Les critères d'éligibilité de l'appel à projet, donc ils sont cumulatifs. Pour être éligible, il faut que le porteur puisse démontrer sa capacité financière à mener le projet, en particulier à le préfinancer, puisqu'on est sur du FSE+. Le projet doit contribuer à l'atteinte, bien sûr, des objectifs dans le programme pour l'objectif 4.5, donc sur l'orientation. Il ne doit pas être achevé au moment du dépôt de la demande. Il doit respecter et démontrer qu'il respecte les principes horizontaux, donc l'égalité des genres, l'égalité des chances et la prévention de toute discrimination, la promotion du développement durable. Être en cohérence avec le CPRDFOP, SRFSS et notamment en adéquation avec les objectifs de la stratégie régionale de l'orientation et de l'information. Prévoir une diffusion sur l'ensemble du territoire normand, donc ça, on en a déjà parlé, mais on insiste sur ce rayonnement régional qui doit être respecté pour cet appel à projet-là. Prévoir la gratuité des services et produits, à la fois pour les publics et pour les partenaires mobilisés, être pluriannuel et un montant minimum de FSE+, de 100 000 euros. Les critères de sélection pour les dossiers qui seront déposés. Donc vous les retrouvez bien entendu dans le cahier des charges de l'appel à projet. Un avis d'opportunité sera émis à partir notamment de ces critères de sélection, donc la cohérence de l'opération avec la stratégie régionale de l'opération, le contexte et le diagnostic, donc la logique de territoire, la concertation avec les acteurs du territoire ou filières métiers, l'expertise du porteur et l'identification des publics visés. La pertinence et la qualité de l'opération, donc capacité de l'opération à répondre aux objectifs opérationnels, modalité de ciblage des publics, modalité de mesure de réalisation et de réussite de l'opération, le niveau de rayonnement régional des actions et les partenaires mobilisés et modalités de gouvernance. Alors, les projets qui obtiendront moins de 60 points ne seront pas retenus. Les autres projets seront proposés dans un premier temps en commission permanente pour sélection avant d'être programmés. Donc, la sélection des dossiers complets et éligibles se fera donc selon les critères de sélection et leur pondération, donc la grille que nous venons de voir et l'avis d'opportunité. Et donc, il y aura 5 périodes de sélection intermédiaires puisque l'appel à projet est ouvert jusqu'à fin 2027. Donc des demandes déposées avant février 26, fin août 26, fin 26, le 31 mai 27 et le 31 décembre 27.
L'instruction est faite par le service Fonds européen pour la formation de la DFTLV. La sélection est présentée ainsi que les dossiers instruits pour avis au comité régional de programmation, puis pour validation et attribution de chaque aide européenne en commission permanente du Conseil régional. Ce qui nous permet, une fois le vote des élus, de proposer une convention de financement FSE+, et toute modification dont la réalisation de l'opération conventionnée doit faire l'objet d'une demande d'avenant avant chaque demande de paiement. Voilà, pour cette première partie vraiment de présentation de l'appel à projet. Je vais arrêter le partage là-dessus. Est-ce qu'il y a déjà des questions ou pas du tout? Oui. Conversation. Il Oui, y a déjà une question de Estelle Caron, c'est-à-dire au moins 100 000 € de subvention, donc plus de dépenses, ça devient cela. c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est au moins 100 000 € de FSE+ après instruction. Donc, ça veut dire, une fois qu'on a vérifié le plan de financement et qu'on prend en compte les ressources du projet, il faut qu'au minimum, on s'engage sur 100 000 € de FSE+. D'accord? Donc, ça veut dire que, sachant que le FSE au maximum intervient à 60%, donc, il faut à peu près 170 000 €, ça serait le grand minimum de l'opération et ça dépend des ressources, bien entendu, des autres ressources qui peuvent être intégrées. J'avais une question, moi, Oui, Gwenaëlle, sur donc, la date pour les opérations pluriannuelles. Donc, tu as dit que c'était jusqu'au 30 juin 2029. pour la réalisation, oui. Pour la réalisation, mais les Mm. dépenses, la date d'éligibilité des Ça dépenses, les ira dépenses donc doivent être... ouais, 6 mois plus tard. Donc, fin de réalisation au 30 juin 2029 et donc fin d'éligibilité au 31 décembre 2029, puisqu'on a 6 mois pour que les porteurs puissent déposer leur demande de solde. D'accord, ok. Ouais. J'avais également une autre question, Oui. si possible. Par rapport aux dépenses éligibles, on n'est pas que sur des dépenses de salaire, on est sur d'autres dépenses. Parce que Oui, on comme est on sur fait... d'autres dépenses, mais on va revenir un tout petit peu plus tard. Oui, Ouais, oui, parce oui, qu'on n'est je pas sur vous les l'ai OCS, présenté. on est sur... Non, on n'applique pas les OCS au démarrage. C'est ce que je vais expliquer juste derrière. Oui, vous avez raison. D'accord. Est-ce que vous pouvez bien préciser, parce que moi j'ai un peu de mal à saisir, outils d'orientation et rayonnement, vous avez été super vite. Et donc du coup, j'ai pas tout noté. Un récap plus simple, ou plus clair, ou moins vite, je sais pas, parce que j'ai pas Alors, tout saisi moi. il n'y a pas de souci. On va revenir Merci. dessus. Et sachant que de toute façon, tout sera en ligne. Hein, et puis, c'est bien décrit dans le cahier des charges, hein, mais il n'y a pas de problème. Ouais, mais parce que mes collègues vont me demander d'expliquer, donc il faut que j'ai Oui, bien compris tout moi. à fait. Les finances, ça va aller, mais le reste, plus compliqué. Donc, c'est le rayonnement régional, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Le rayonnement régional, il y a deux éléments importants. C'est le fait que l'opération, elle ne doit pas se dérouler sur un endroit unique et surtout ne concerner qu'une population spécifique. D'accord? Donc, un public spécifique. Donc, en fait, il nous faut des opérations, que ce soit des événements ou des outils, soit qui se déroulent sur plusieurs sites. Par exemple, si on prend un exemple d'événements ou de salons, il peut se dérouler sur plusieurs sites en région, donc sur l'ensemble des départements, de pouvoir démontrer qu'on a bien un rayonnement. Si c'est sur un seul site, il faut absolument démontrer que ce qui se déroule sur le site est ouvert à l'ensemble des publics sur la région, que l'ensemble de publics peut y participer et que les partenaires aussi représentent est un rayonnement régional. Et si je suis, parce que je suis un CFA, donc c'est très important pour moi de bien comprendre, si on a plusieurs sites, Mmh. mais qu'on a, mettons, deux types de publics, apprentis scolaires, ça fonctionne ou pas? Ah Ou ben oui, que... si votre ça dépend ce que vous faites, si vous faites un événement, il faut de toute façon que ça soit sur plusieurs sites, oui.
Ça, plusieurs sites, j'ai aucun souci. Mon Ouais. problème, c'est le public. Si j'ai qu'un type de public, je suis foutue. Il faut les Ah deux oui, cumulés. oui, là, on est vraiment sur un appel à projet sur Ouais. public très ouvert. Mais si jamais je n'ai que comme public que scolaire et apprenti et plusieurs sites, ça fonctionne ou pas? Ou alors il faut absolument avoir, je sais pas, des demandeurs d'emploi. Il faut que vous puissiez montrer que ça peut être ouvert. C'est surtout ça. C'est surtout ça, que ça puisse être ouvert aux autres publics. Attention, on est sur un appel à projet. Je fais juste un petit aparté. Attention, apprentis, etc. Surtout pas d'événements qui puissent correspondre à du recrutement ou de la mise en relation entreprise, hein. On n'est pas sur un forum Non, apprentissage, hein. je parlais pas de ça. Attention, Je parlais parce ouais. que nous, on a comme type de public, on a vraiment des scolaires et des apprentis. Après, c'est plus compliqué de mêler ça à des demandeurs d'emploi ou éventuellement de la formation continue. Il y en a quelques-uns qui viennent, mais faire quelque chose d'ouvert à tout le monde, c'est des fois plus compliqué. Ouais, mais là, c'est C'est la cet question, appel c'est à pour ça. projet-là, ouais. Ouais, non, mais c'est Oui, pour oui. savoir. Après, Bon. sinon, sur des publics vraiment très spécifiques, comme Mm. je vous disais, il y a l'autre aussi appel à projet, hein, pour les opérations thématiques et ou locales. Non, non, mais c'était la question. Merci beaucoup. Et là, en plus, c'est vraiment un des critères aussi de sélection, hein. Donc, au moins une ouverture sur d'autres publics, c'est surtout ça qui est important. Par contre, je vais reprendre le partage. Voilà. Alors, différents points de vigilance qui sont aussi souvent répétés, hein, sur les webinaires de présentation FSE+. Mais voilà, c'est important à chaque fois de bien le rappeler. Donc, pour rappel, et ça c'est valable pour tous les FESI, un projet achevé au moment du dépôt de la demande n'est pas éligible. La demande d'aide doit être déposée par l'entité qui porte le projet, qui supporte les dépenses, y compris pour les projets collaboratifs. La capacité administrative et financière, on est bien entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2029, période d'éligibilité, mais des opérations achevées avant le 30 juin 2029. Pour que les dépenses soient éligibles, il nous faut une description argumentée de l'opération et des modalités de mise en œuvre des actions. On ne doit pas avoir, bien sûr, de double financement européen et le budget prévisionnel doit être estimé de façon juste avec un calendrier réaliste. Donc, les points de vigilance importants, la réglementation de la commande publique, donc qui est strictement à justifier si les dépenses notamment sont prises au réel. On a une notice, des checklists des pièces demandées qui sont disponibles sur le site Europe en Normandie, y compris les critères pour vérifier si la structure est soumise ou non à la réglementation de la commande publique. La réglementation des aides d'État, donc pour rappel, une aide d'État, c'est une aide publique qui crée un avantage menaçant de fausser la concurrence. Donc, pour des opérations notamment d'orientation, on va aller vérifier que les opérations ne relèvent pas du coaching, de l'accompagnement individuel en orientation, puisque là, on a un vrai marché qui existe et qui est concurrentiel. On va vérifier la gratuité complète pour tous les publics. Et on va vérifier que l'opération ne prévoit aucune compensation pour les partenaires, les contributeurs, le cas échéant, de manière à ce que l'aide ne vienne pas du tout fausser la concurrence, ni au niveau du porteur, ni au niveau des partenaires ou des publics. Et puis l'absence de conflit d'intérêts, donc des intervenants sur l'opération, on aura des documents de déclaration d'absence de conflit d'intérêts, bien sûr, à renseigner. Le respect des principes horizontaux, donc l'égalité des genres, l'égalité des chances, la promotion du développement durable, et bien sûr les obligations de communication et de publicité de l'aide européenne. Attention, dès le début de l'opération, donc y compris pour des opérations qui sont déposées après
leur démarrage, bien faire attention d'appliquer dès le début la communication et les règles de publicité de l'aide européenne, ce qui vous permettra d'en justifier une fois que ça sera conventionné. Alors, sur le plan de financement et pour notamment, répondre, à la question de tout à l'heure, donc le plan de financement prévisionnel, il doit être déposé au réel. Le versement de la l'aide FSE se fera au réalisé, donc sur présentation du bilan d'exécution qualitatif et quantitatif et des justificatifs de réalisation et des dépenses. Il n'y a pas d'avance FSE+, mais une possibilité de solliciter un ou plusieurs acomptes. Donc, les dépenses éligibles doivent être nécessaires, rattachables directement et pouvoir être justifiées par des pièces comptables et non comptables probantes. Les ressources, elles doivent être identifiées dans le plan de financement. On a bien un taux maximum d'intervention FSE de 60% des coûts éligibles, mais l'aide européenne doit être de minimum 100 000 euros. Les dépenses éligibles et les ressources, le cas échéant, donc sont prises en compte à nouveau 1er janvier 2026, 31 décembre 2029. Donc sur les dépenses éligibles, donc ce sont les dépenses de personnel, effectivement. Donc là, il s'agit des dépenses de personnel dont le temps sur le projet est supérieur à 10% du temps de travail. La rémunération, et ce sont du personnel, pardon, dont la rémunération est bien prise en charge par le porteur. Des dépenses directes de fonctionnement, communication, impression, ça peut être des locations de salles, location de transport, de petits équipements, etc. Dans le respect des règles de la commande publique pour les structures qui y sont soumises. Idem pour les prestations extérieures. Donc ça peut être des prestations de développement, des prestataires, des intervenants extérieurs. Des dépenses d'équipement, alors uniquement des achats d'équipements pédagogiques et uniquement si cet achat est nécessaire à la réalisation de l'objectif de l'opération. Le FSE intervient sur le fonctionnement et non pas a priori sur de l'investissement. Donc pas du tout de meubles, de véhicules, de matériel informatique. Ça ne sera pas éligible. Ça peut être des dépenses en nature, comme de la mise à disposition de personnel ou de locaux. Attention, dans ces cas-là, c'est équilibré en dépenses et en recettes. Et les dépenses indirectes, donc des frais de gestion, d'impression, nettoyage de téléphone, d'eau, d'électricité, qui doivent être identifiés et déclarés à l'appui d'une clé de répartition. Donc vous présentez un plan de financement au réel et c'est le service en charge qui appliquera une OCS. C'est-à-dire c'est au moment de l'instruction que l'instructeur choisit l'OCS qui est disponible et quand ça s'avère justifié et surtout pertinent, afin de ne pas avoir ni un sous-financement de votre opération, ni un surfinancement, bien entendu. Il y a dans notre règlement 4 taux forfaitaires qui peuvent être appliqués. Donc le 40% qui est calculé sur le montant des dépenses de personnel et qui couvre les autres coûts de l'opération. Attention à la différence du FSE État, on ne l'applique pas directement au moment du dépôt, c'est bien après. Le taux forfaitaire de 20%, le taux forfaitaire de 15% qui peut être également utilisé pour calculer les dépenses indirectes de l'opération et puis le taux forfaitaire de 7%. Si une opération a un coût total inférieur à 200 000 euros, on va appliquer de toute façon une des OCS et de manière obligatoire. Sinon, on peut aussi, suivant le projet, rester sur un plan de financement au réel. Les indicateurs, donc là, il s'agit simplement des indicateurs obligatoires qui sont liés à l'objectif spécifique. Et qu'ils doivent être suivis par les porteurs. Rien n'empêche, et au contraire, bien entendu, chaque porteur indique des indicateurs de suivi de réalisation de son opération, mais un minimum et en fonction de l'opération. Donc, ce qui est demandé, c'est le nombre d'actions d'information en matière d'orientation réalisées, le nombre de professionnels formés, le nombre de personnes ayant bénéficié des actions d'information en matière d'orientation.
toutes les informations sont disponibles sur le site Europe en Normandie. Vous y trouverez aussi un guide du porteur de projet. Vous y trouverez également le lien direct vers le programme opérationnel national FSE+, donc là, qui est piloté par la DRITS, où aussi également il y a des appels à projets FSE qui sont ouverts. Sur le site Europe en Normandie, donc, est déjà disponible le cahier des charges de l'appel à projet. Donc, surtout, bien se renseigner sur, bien prendre en compte ce cahier des charges. Et vous aurez la possibilité, bien sûr, d'avoir des rendez-vous accompagnement pré-projet en amont du dépôt de la demande. Peut-être un rendez-vous, 2 rendez-vous si nécessaire. C'est très fortement conseillé. Et pour avoir ce rendez-vous, on vous demande de nous retourner une fiche pré-projet complétée à l'adresse de contact pour toute demande de renseignement également, donc aap-fse-orientation@normandie.fr. Sur cette partie-là, est-ce qu'il y a des questions? Madame Caron. Voilà, je suis désolée, hein, j'insiste, mais Pas de d'après ce que souci. je comprends, donc si les dépenses totales c'est 200 000 euros, on est obligé de passer aux OCS, c'est ça? Oui, on appliquera une des OCS. Une des OCS, ok. Si c'est moins de 200 000 euros. Si c'est moins de 200 000 euros, si c'est Ouais. supérieur à 200 000 euros, on n'est pas obligé d'appliquer une OCS, c'est ça, hein? Non, on n'est pas strictement obligé, mais en D'accord. général, les instructeurs les proposent de toute façon aux porteurs parce que ça simplifie énormément de choses et ça sécurise souvent les dossiers parce que quand on applique une OCS, on aura, par exemple, si on applique le 40%, vous aurez à justifier que les dépenses de personnel. Oui, enfin, quoi qu'il en soit, dans le compte analytique, il faut quand même qu'il y ait 40% qui Ah soit oui, mis de côté. on est Ok. d'accord. D'accord. Ok, merci. Après, de toute façon, il faut que vous ayez un plan de financement réel à déposer et prévu. Oui, oui, Oui. c'est ça, c'est ce que Mm. je voulais être bien sûre de ça. Merci beaucoup. Il y a une question de Nathalie Voisin, des exemples d'équipements pédagogiques? Oui. Qu'est-ce qu'on considère comme, voilà, comme un équipement pédagogique, en fait? Exemple simple, si il y a la création d'un outil avec de la VR, on pourrait avoir les casques, par exemple. D'accord. Quelques casques pour pouvoir aller sur les événements, etc. En considérant que là, c'est un investissement quand même, mais c'est lié à l'outil qui est là prévu et déployé. D'accord. Excusez-moi, mais là, du coup, je comprends pas. Parce que pour moi, de l'équipement pédagogique, ça passe en fonctionnement. Et ce que vous parlez, les casques, c'est de l'investissement pédagogique. Oui, c'est Oui, mais ça. là, Mais on c'était peut, la question. Sur les dépenses nous, on le d'investissement, moi, prendrait c'était ma sur des, question. on le prendrait là sur de l'équipement comme ça. On le prendrait comme ça, nous. Oui, Vous ne le et on prendriez pas en l'intégrerait dans les frais. investissement. Non, non, non. Parce que ça, en fait, on considère que c'est de l'investissement, bien entendu, mais c'est de l'investissement éligible à partir du moment où il est strictement nécessaire à la réalisation de l'opération, où il reste entièrement pédagogique, où il est directement lié à la réalisation. Et alors après, vous avez toutes les règles du FSE, c'est-à-dire qu'il faut considérer que l'achat est plus intéressant que la location, etc., etc. Il y a un certain nombre de critères après dans la réglementation. Et par exemple, si dans le projet, on développe un escape game sur un métier et que on achète un ou plusieurs écrans pour pouvoir proposer l'escape game pendant des événements, est-ce que l'achat des écrans est éligible? Alors là, oui, on a déjà eu cette question-là, par exemple, sur une mallette. Tu vois, une mallette, quelque chose qui intervient. Par contre, sur les appels à projets, on a bien exclu tout ce qui était matériel informatique. Donc, on a exclu les PC et notamment les portables. D'accord.
Mais là, on serait Donc plutôt là, sur tu vois, des c'est écrans, vraiment genre à regarder écran. au détail, hein. C'est au cas par cas. Là, on Ouais, sera c'est au plutôt cas sur par des cas. écrans Ce qui est sûr, tactiles, hein. c'est C'est que pas des PC, c'est des. Ouais, je sais bien, mais par exemple, on a déjà eu un devis comme ça sur sur une D'accord. opération où voilà, on a fait sortir du devis tout ce qui était ordinateur et PC portable, et on avait gardé tout ce qui était matériel de présentation qui était strictement utile là en fonction de l'opération. Donc c'est vraiment au cas par cas là. D'accord. Et par contre, tout ce qui est aussi, là c'est bien écrit aussi dans l'appel à projet, tout ce qui va être maintenance des outils, c'est éventuellement éligible pendant la durée du projet, hein, et bien entendu, c'est pas éligible en dehors. Donc ça, c'est en général, on les exclut, tout simplement. C'est-à-dire que vous gardez la maintenance pendant le projet et après on l'enlève, c'est ça? Par exemple, quand on a un serious game ou une plateforme, on peut avoir une plateforme numérique qui est développée par un prestataire. Et dans sa prestation, il a une petite partie qui va être maintenance, le temps du développement, etc. Ça, on va pouvoir le prendre. Mais toute la partie maintenance par la suite et en dehors du développement, on ne va pas le prendre. Mais une plateforme numérique, c'est de Par l'informatique. Ça, exemple. c'est pris en compte quand même. Le développement en prestation extérieure. Ah ouais, non, mais moi, j'avais compris qu'on pouvait pas. D'accord. Si on a un prestataire qui va faire répondre à une commande, en fait. Donc, la fiche pré-projet elle est également disponible sur le site Europe en Normandie, hein, ça, il n'y a pas de souci. Et puis, de toute façon, sur demande, hein, vous pouvez toujours envoyer un petit mail à APFSE Orientation et puis on vous la retourne sans aucun problème. Sur l'application des OCS, est-ce qu'il y avait des questions ou est-ce que ça paraît clair? Parfait. Alors, simplement là, quelques informations pour le dépôt, hein, pour les modalités de dépôt des candidatures. Donc, sur l'espace des aides, le téléservice, il est ouvert jusqu'au 31 décembre 2027. Donc, il vous faut donc d'abord créer un compte sur votre espace des aides. Vous allez trouver pour vous accompagner des éléments dans le guide du porteur, bien entendu, et sur le site Europe en Normandie, mettre en œuvre mon projet. Il existe une plateforme pour les porteurs, pour les accompagner lors du dépôt, puisque nous n'avons absolument pas accès tant que vous n'avez pas transmis votre demande. Et donc, un numéro de téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h, 09 70 820 270. Ça sera bien entendu en ligne, puisque ce PowerPoint sera en ligne sur le site Europe en Normandie. Faites attention de bien sélectionner le téléservice qui est dédié à l'appel à projet. Donc, on le retrouve par le nom de l'appel à projet. Ça, c'est très important. Ou en suivant le lien directement, qui est aussi sur ce PowerPoint. Eh bien, renseigner d'entrée de jeu la version complète du formulaire. C'est la première question qui est posée parce que c'est une demande de fonds européens. Attention, les critères d'éligibilité sont cumulatifs. Donc, en gros, vous devez être en capacité de répondre oui à chaque critère d'éligibilité. Et puis, pensez bien sûr à vérifier l'exactitude des informations de votre structure, notamment l'identité du représentant, du déposant, le RIB, notamment si jamais il y a eu des modifications pour les structures qui ont déjà des comptes. Un certain nombre de documents administratifs sont obligatoirement à déposer en même temps. Toute cette liste-là est dans le cahier des charges, dans le guide du porteur également, donc en fonction du type de structure.
Et puis des demandes en fonction des besoins. Le service instructeur, bien entendu, va revenir vers vous pour avoir des informations complémentaires lors de son instruction du dossier. Ne pas omettre surtout d'enregistrer en cours de saisie. Ça ne s'enregistre pas automatiquement. Donc, on a beaucoup de porteurs qui se font avoir, entre guillemets. Donc, bien enregistrer à chaque page et puis surtout transmettre à la fin. C'est pareil, la transmission ne se fera pas automatiquement. Et merci de nous adresser un mail à l'adresse AAP FSE Orientation pour nous indiquer que vous avez déjà répondu ou candidaté. Donc, pour tout renseignement complémentaire, demande de rendez-vous pré-projet, à nouveau, c'est toujours la même adresse. Et toutes les informations sur les appels à projets, le guide du porteur de projet, elles sont disponibles sur le site Europe Normandie, ainsi que le replay de ce webinaire qui le sera au plus tard demain, et le support. Et je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas s'il reste des questions.